les comptes courants, livrets, assurance vie, compte titres, tous ces placements qui sont, on va dire, plutôt traditionnels, ça représente aujourd'hui en termes d'épargne pour les Français 6 500 milliards d'euros. Très clairement, cette épargne, elle n'est absolument pas fléchée pour correctement répondre aux objectifs des Français et de la France. Il n'y a pas d'intérêt à conserver plus de 1-2 mois de nos dépenses mensuelles sur un compte courant. Je voudrais avoir 500, 1000, 1500 euros de revenus complémentaires pour ma retraite. Dans ce cas-là, on peut investir dans des actifs qui, eux, vont générer du rendement régulier. Par exemple, Salut à tous, c'est Seb Coinon, bienvenue dans Allô la Martingale. On se retrouve tous les mardis, vous le savez, désormais donc à midi en direct, puis sur toutes vos plateformes préférées. Ça va être YouTube évidemment, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous en avez maintenant effectivement l'habitude. Les Français sont les champions d'Europe de l'épargne. Plus de 6 000 milliards d'euros de patrimoine financier, c'est 2 fois notre PIB. Et pourtant, sur 10 euros épargnés, seulement 2 petits euros financent réellement l'économie et font travailler votre argent. Alors, le reste, il fait quoi ? Il dort sur vos comptes courants, il dort sur vos livrets peu rémunérateurs, sur des fonds euros qui rapportent à peine plus que l'inflation. Manque à gagner estimé plus de 200 milliards d'euros donc chaque année pour les foyers français. Alors aujourd'hui, une seule question, comment réveiller son épargne sans se faire peur? Charles Elias, t'es avec nous pendant 3 quarts d'heure, 1 heure pour en parler. Salut à toi. Salut Seb. Merci d'être là. T'es conseiller en investissement financier indépendant, donc le fameux CIF, le cabinet de gestion de patrimoine, ça tu lances ça il y a 4 ans. Yes, exact. Donc courant 2022. Et puis dans la foulée, donc en 2023, tu lances ton propre média. C'est ça que ça cartonne maintenant. Donc le Grand Bain. C'est de l'éducation financière pour tout le monde. Tu as des dizaines de milliers d'abonnés. Tu vises les 100 000 là, dans les prochains mois. Question d'ouverture peut-être pour toi, Charles Elias. Ton média s'appelle Le Grand Bain. Bon, c'est un petit peu un clin d'œil, une vanne, hein, mais c'est quoi le rapport entre justement l'eau et l'argent des Français? Ça veut dire que selon toi, on a peur de se mouiller là ou c'est quoi le clin d'œil là? C'est pas directement avec l'eau, mais c'est plus en lien avec, j'ai envie de dire, l'agitation des marchés et l'agitation d'une mer. Moi, j'avais vraiment en tête que la volatilité des marchés boursiers, à l'origine, le Grand Bain, c'est majoritairement axé sur la bourse, même si j'ai élargi le champ des possibles depuis. Ouais. Mais initialement, c'était sur les marchés boursiers qui sont très volatiles. Et j'avais vraiment le sentiment que se lancer en bourse, c'était comme un marin qui prenait la mer et il savait que ça allait être potentiellement très agité, mais qu'il fallait tenir la barre. On jette à l'eau parce que ça va tanguer, quoi. On le sait, donc on s'y prépare. On sait, ça va tanguer et le plus important, c'est de se lancer. De la même manière qu'un enfant a peur de se jeter dans la piscine pour la première fois, pareil pour des jeunes adultes et des moins jeunes adultes aussi qui ont peur de prendre en main leurs finances et de commencer à investir. Il y a un moment, il faut se lancer dans le Grand Bain. Un mot de toi d'ailleurs, on parlera un peu des marchés, mais surtout du reste, c'est-à-dire de l'investissement au sens large, et on profite aussi de l'été là pour prendre un peu de recul. Toi, c'est quoi ton ICP, si je puis dire, dans le portrait robot des gens qui se font conseiller par le Grand Bain, enfin en tout cas par ton cabinet. C'est quel profil? Raconte-nous là. Honnêtement, c'est très très large dans le sens où moi aujourd'hui j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans, donc j'ai autant des personnes qui, je simplifie, sortent d'études, ont des très bons salaires, travaillent en cabinet de conseil comme ça a pu être le cas pour moi et qui dès leur premier salaire se disent j'ai envie d'épargner, j'ai envie d'investir parce qu'ils ont entendu à la télévision, dans les journaux, à la radio que il faut commencer à préparer son avenir. Et de l'autre côté, j'ai aussi des personnes plus âgées, dans la quarantaine, cinquantaine, voire même soixantaine passée, qui n'ont malheureusement jamais pris le temps de s'intéresser à ces sujets, qui ont découvert l'éducation financière ces dernières années, comme des millions d'autres Français, qui ont adhéré à la vision, à la philosophie, aux valeurs du Grand Bain, qui sont, j'ai envie de dire, l'investisseur long terme, dans la diversification, on fait pas des paris, on n'est pas en train de mettre en avant le trading, ce genre de choses. Et par centaines, ils t'ont suivi, enfin tu les as accompagnés, versus ils auraient pu aller... comme un peu à la papa, j'ai envie de dire, voir un CGP, même encore plus surtout leur banque, enfin leur banquier, tu vois, en bas de chez eux, et pourtant non, ils le font plus ça. Ils ont compris qu'aujourd'hui, les investisseurs, ou plutôt la finance traditionnelle, que ce soit à travers les cabinets de gestion de patrimoine à l'ancienne ou les conseillers bancaires, ont des biais, ont profité de manque d'éducation financière des Français pour imposer des frais parfois excessifs, pour proposer des produits qui ne sont pas toujours dans l'intérêt premier de l'investisseur, du client. Malheureusement, quand on n'a pas d'éducation financière, c'est impossible de challenger son interlocuteur. Et donc, toutes ces personnes qui ont découvert l'éducation financière avec le Grand Bain et avec beaucoup d'autres médias aujourd'hui qui existent, et c'est une très très bonne nouvelle, ils ont pris conscience qu'il y a besoin de
connaissance d'un socle fondamental pour, à minima, soit pour certains décider de gérer par eux-mêmes, soit pour les autres décider de déléguer. Mais à minima, s'ils délèguent, que ce soit un conseiller en gestion de patrimoine, un banquier, peu importe, ils ont le vocabulaire, ils ont les outils, ils ont les clés pour pouvoir parler la même langue que leur interlocuteur et pouvoir le challenger et ne pas se faire avoir. Oui, t'as pas mal de confrères, effectivement, t'as raison de le dire, CGP, nouvelle génération comme toi, Gen Z d'ailleurs, clairement, à moins de 30 ans, qui descendent dans l'arène et expliquent vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils conseillent. Là, pour le coup, vous avez cassé les codes parce que ceux qui ont 15, 20, 30 ans de plus que vous, ils ont jamais travaillé comme ça, quoi, en fait, en public. Et c'est pas leur faute, dans le sens où c'est un système qui, à l'époque, fonctionnait d'une certaine façon. Quand tu arrives dans un écosystème, une industrie, qu'on t'explique que ça marche comme ça, que les produits ils ont tant de frais, que les objectifs ils sont commerciaux avant tout, c'est très difficile de prendre du recul et de considérer que tu vas avoir une démarche aux antipodes de ce qui se fait depuis des décennies. Donc aujourd'hui, c'est majoritairement avec les connaissances et l'accessibilité des connaissances avec les réseaux sociaux, entre autres, et Internet de manière générale, qu'on commence à prendre plus de recul, à avoir un esprit critique sur ce qui faisait foi jusqu'à aujourd'hui, et qu'on arrive à proposer des solutions alternatives. On va parler effectivement de fausse sécurité avec ces livrets, ces fonds euros, cette peur du blocage aussi. Ça fait écho à ces rumeurs récurrentes sur les réseaux, mais aussi à la législation française, la fameuse loi Sapin 2, où on nous dit en cas de tension, potentiellement, on pourrait mettre la main sur telle ou telle épargne ou telle quantité d'épargne que vous détenez. Ensuite, on pourra parler, si tu le veux bien, des alternatives. Donc ETF, oui, non, ETF classique qu'on connaît tous, les thématiques où là, tu alertes sur certains risques avérés, enfin avec chiffres à l'appui. Faut-il faire du PEA et si oui, avec des actions en direct. Les SCPI, est-ce que on peut y retourner, remettre au moins un orteil après la purge d'il y a 2-3 ans. Et puis finir par un peu des cas pratiques. On a reçu ces derniers jours, pas mal de questions sur des profils très très différents. Certains ont 30 ans, d'autres quasiment le double de cet âge. Ils savent pas trop par quoi commencer ou comment pivoter, prendre un virage parce qu'ils estiment que ils gèrent pas très bien, ils investissent pas très bien et surtout c'est pas rentable. Avant tout ça, peut-être pendant 5-10 minutes, poser si tu veux bien donc le diagnostic, cet argent qui dort. On parle de quelle somme? On sait que ces chiffres commencent à remonter à la surface, mais j'ai l'impression que, alors toi et moi peut-être, mais la plupart des Français, on n'a pas pris conscience de l'argent que ça représentait et surtout de ce manque à gagner qui en découle, puisque encore une fois, tu vas nous le rappeler dans un instant, mais on est champion de l'épargne. En Europe, il n'y a pas de problème, même peut-être on est sur le podium au niveau mondial. Sur l'investissement, c'est plus compliqué. Ouais, complètement. Entre les comptes courants, livrets, assurance vie, compte titres, tous ces placements qui sont, on va dire, plutôt traditionnels, ça représente aujourd'hui en termes d'épargne pour les Français, alors les chiffres datent du 3e trimestre 2025, aux dernières nouvelles, 6 500 milliards d'euros. Ça n'a pas dû beaucoup bouger vu que les marchés sont pas beaucoup plus hauts, parce que les marchés européens et Climo n'a pas tendance à flamber non plus. Donc a priori, à 1 ou 2% près, on y est, quoi. Ça c'est énorme. 6 500, tu dis, 6 500 milliards. C'est plus de 2 fois le PIB. Le PIB annuel. Enfin, on compare un stock et un flux, mais on a la big picture là. On parle d'une somme d'argent qui aujourd'hui doit servir à financer à la fois les infrastructures, le système social, les retraites et permettre aux Français de vivre correctement au quotidien et d'être serein pour leur avenir. Donc il y a tellement d'objectifs en lien avec cette épargne, et je pense qu'on en reviendra, mais le fondamental de l'investissement des finances personnelles, c'est de mobiliser son épargne en fonction de ses objectifs. Et là, on va pouvoir voir que très clairement, cette épargne, elle n'est absolument pas fléchée pour correctement répondre aux objectifs des Français et de la France. On est nombreux à vouloir diversifier nos investissements avec un actif concret et décorrélé des marchés traditionnels. Alors, Enki Invest, partenaire d'Allo la Martingale, pourrait vous intéresser. C'est l'alternative au SCPI avec un focus sur du mobilier d'entreprise haut de gamme en location longue durée. En gros, votre épargne finance un parc mutualisé géré par Enki et qui tourne en permanence. 97% d'occupation, vacances et impayés quasi nul. En contrepartie, vous touchez des intérêts mensuels fixés contractuellement dès la souscription. Ça varie entre 6,5 et 9% brut
annuel. L'intérêt du modèle, eh bien, c'est l'actif lui-même, du mobilier réel, haut de gamme, qui garde sa valeur, même quand les marchés financiers flanchent. Chaque euro est donc adossé à du mobilier physique, sécurisé par le nantissement des contrats de location et la mise en gage du mobilier. L'investissement est accessible dès 500 euros sur un horizon de 12 à 48 mois. Le track record d'Enki est solide. Écoutez un peu, 0% de défaut, 100% des intérêts servis sur 15 millions d'euros et déjà 180 projets. Avec le code ALLO, A2LO, Enki vous offre entre 100 et 300 euros sur votre premier investissement en fonction du montant que vous choisissez d'investir. Alors rendez-vous sur enki.com, rubrique Invest, ça s'écrit ENKY.com, donc dans la rubrique Invest. Petit rappel, investir comporte des risques de perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ouais, on peut rentrer dans le détail. Clairement, donc compte courant, rien que les comptes courants, on dit c'est 500 à 600 milliards d'euros. 10% de la somme qu'on a évoquée. Facilement. Les livrets réglementés. Et, non, mais alors, sauf que là, bon, forcément, c'est agrégé. Donc, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais d'un mot, rien que sur le compte courant, toi, conseiller, tu dis, mesdames, messieurs, gardez maximum ça. Alors ça, évidemment, pour certains, ça va être, j'en sais, une grosse somme, qui sont des grosses dépenses, et puis pour d'autres, mais par rapport à, en proportion, tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce qu'on laisse sur son compte courant, qui est 9 fois sur 10 en France, pas rémunéré? Le moins possible. À partir du moment où c'est de l'épargne qui ne va pas travailler et qu'on a d'autres placements tout aussi liquides, et ça c'est un des critères fondamentaux des placements financiers quand on veut avoir accès rapidement à son argent, c'est un critère qu'on appelle la liquidité, c'est à quel point je peux facilement retirer de l'argent. On n'a pas d'intérêt à laisser de l'argent là où il ne va absolument pas travailler, alors qu'on pourrait avoir de l'épargne tout aussi liquide sur, entre autres, des livrets réglementés, livret A, LDDS, LEP, qui vont pas rendre riches, soyons clairs, qui aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, rapportent 1,5% net d'impôts. Les comptes courants aujourd'hui vont rapporter 0. Alors on a de plus en plus aujourd'hui des néobanques qui proposent de rémunérer les comptes courants. Donc il y a des évolutions à ce niveau-là, mais en tout cas les banques traditionnelles, elles sont encore extrêmement en retard par rapport à ça. Et pour toi, elles vont être contraintes d'y aller, absolument, pour pas perdre de clients. C'est évident. Ouais. Aujourd'hui, elles vont rémunérer demain les comptes courants. Elles pourraient ne pas le faire. Tu serais à leur place, tu le ferais quoi? Absolument, elles pourraient ne pas le faire, mais elles se tireraient une balle dans le pied, elles continueraient la course de la gestion bancaire avec un boulet. Donc tu dis, je laisse le moins possible, c'est-à-dire le moins possible concrètement, pour que j'ai 500 balles, 1000 balles à la fin du mois, une fois que toutes les dépenses ont été... Tu l'as justement dit, c'est relatif aux dépenses mensuelles de chacun, mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à conserver plus de 1-2 mois de nos dépenses mensuelles sur un compte courant, à condition d'avoir évidemment un flux entrant, des revenus réguliers, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant que salarié, c'est pas très important. Donc si j'ai 2500 balles de sortie par mois, c'est à peine plus que le salaire médian, on va dire, en France, oui, je laisse 2005 ou 5000 maximum en permanence, et au plus bas, on va dire, donc faut pas que ça monte à 7, 8, 10, sur mon compte courant non rémunéré. Il n'y a pas d'intérêt, en tout cas. Si j'ai plus, tu dis, mettez-le sur un livret A, enfin un livret rémunérateur, LDDS, livret A, parce que effectivement c'est aussi liquide. C'est aussi liquide et c'est plus rentable. C'est forcément plus rentable, même si c'est pas très rentable. Quand je dis pas très rentable, c'est qu'en fait on est sous l'inflation, à 1,5, 1,7, même 1,8. Ça c'est un concept très important qu'il faut distinguer. C'est le rendement réel du rendement nominal. Le rendement nominal, personne ne connaît ce terme, mais pourtant c'est le rendement auquel on pense quand on parle du rendement du livret A. Ou le rendement... j'ai 10 000 balles, ça rapporte 2%, je vais gagner 200 balles par an. Sauf qu'en fait, comme tu dis, c'est nominal, puisque certes, on va me donner au 31 décembre 200 balles si j'ai 10 000 euros sur mon livret A rémunéré à 2%, ce qui n'est pas le cas, mais bon, ça l'a déjà été dans le passé. D'ailleurs, on enregistre juste avant, on va le préciser, début juillet. Voilà, début juillet, 6-7 juillet, donc, et a priori, mi-juillet, on a eu un petit coup de pouce, mais qui a priori est pas foufou, vu que le détroit d'Ormuz est assez rouvert, et que l'inflation est censée se calmer, on l'a vu notamment dans les prix du pétrole. Je referme la parenthèse. Mais admettons, 2% sur un livret A par an, si j'ai 10 000 balles, ça me fait donc 200 balles. Ça, c'est ce que tu appelles le nominal. C'est-à-dire que c'est le chiffre que je vais voir, qui va m'être versé par ma banque, distributeur du livret A ou autre, maintenant quasiment tout le monde le distribue. Sauf qu'en fait, il faut comparer ça à l'inflation. C'est ça que tu dis. Quand tu dis réel, faut retrancher. Faut retrancher l'inflation. Si jamais j'ai 10 euros ou j'ai 1 euro et que
je gagne 20, même 20%, c'est énorme. Je passe à 1,20 €, mais que demain, le prix, par exemple, qu'avec 1 €, historiquement, je pouvais m'acheter une baguette, mais que aujourd'hui, j'ai gagné 20%, donc 1,20 €, mais que ma baguette coûte 1,20 €, bah finalement, j'ai pas gagné en pouvoir d'achat. Donc c'est la différence entre le rendement réel et le rendement nominal est la même différence entre un gain d'argent et un gain de pouvoir d'achat. Et regardez, très souvent, le gouvernement, quand il décide d'augmenter ces livrets-là, à l'image même d'ailleurs peut-être des salaires qui quasiment sont indexés ou des retraites, etc., donc c'est encore plus automatique, vous n'êtes pas au-dessus. Vous êtes en ligne ou légèrement en dessous. Donc typiquement là, peut-être qu'en 2026, on a déjà, je l'ai plus en tête, mais un rythme annuel, j'ai n'importe quoi, de 2,2 ou 2,3% d'inflation, ne doit pas être très loin de ça. Bah, donc si ton livret A, il est à 1,7, même à 2%, ça veut dire que facialement, nominalement, comme tu dis, j'ai l'impression que je gagne de l'argent, alors qu'en fait, on m'en grignote encore un petit peu. Mes euros valent moins à la fin de l'année qu'en début, malgré la rémunération, qui paraît généreuse et qui est nette d'impôts. Parce que l'évolution du rendement du livret A et des autres livrets réglementés, il n'est pas indexé sur l'inflation, pas autant. Il est indexé sur, c'est un petit peu plus technique, mais le taux sans risque de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est le taux auquel la Banque Centrale rémunère les placements aux banques commerciales, pour faire simple. C'est censé être le taux garanti, le taux sans risque, on appelle ça. Et donc aujourd'hui, on a connu ces derniers mois justement une légère hausse du taux directeur de la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que ça se répercute aujourd'hui en juillet, ça devrait en tout cas, sur le taux du livret A. Mais tout ça, c'est fait en décalage temporel par rapport à l'inflation. Les taux de la Banque Centrale, ils ont augmenté parce qu'on avait déjà une inflation. C'est-à-dire que pendant des mois, les Français avaient des livrets moins rémunérateurs que l'inflation. La Banque Centrale Européenne se réveille, augmente ses taux. Des mois après, ça se répercute sur le rendement du livret A. Mais pendant toute cette période-là, les Français ont perdu du pouvoir d'achat. Donc on a fait une sorte d'avance, effectivement, on va dire, aux banques ou à l'État, grosso modo. Et même si voilà, les auditeurs d'Allô la Martingale sont de plus en plus experts, à notre image, enfin on apprend tous au quotidien, en marchant, j'ai envie de dire, on vient en fait très concrètement de définir, d'opposer épargne et investissement. Épargne, je mets de côté, au cas où, et puis voilà, parce que retraite, parce que projet, enfant, je sais pas quoi, versus investissement où là, je m'engage et je prends la décision de faire travailler mon argent, en l'occurrence mon épargne, pour qu'elle fasse des petits. Et donc, il va falloir aller au-delà. Il va falloir que ça me rapporte 3, 4, 5, 6, 10, 15% par an. Sinon, j'aurais non pas des queues de cerises, mais j'aurais rien. J'aurais moins, dans 5-10 ans, j'aurais moins que ce que j'ai mis de côté. C'est pour ça qu'il été rogné. C'est fondamental de regarder le rendement net d'inflation. Alors, l'inflation, elle évolue constamment, mais historiquement, elle est autour des 2%. C'est pour ça que les objectifs d'inflation de la Banque Centrale Européenne, depuis 2000, c'est maintenir l'inflation autour des 2%. Si on est au-dessus, ça augmente un petit peu trop vite, on va augmenter les taux directeurs pour ralentir l'économie. Si c'est en dessous, on va baisser les taux directeurs pour, on va dire, redonner du jus à l'économie. Donc, dans le grand bain, tu as analysé ça récemment, là, sur ces 6 000, 6 500 euros d'épargne. Tu dis, il y a 200 milliards qu'on perd chaque année de banques à gagner parce qu'on fait pas travailler ou trop peu. Et donc, concrètement, pour un foyer, ça va représenter quoi? On a une idée ou pas? C'est des milliers d'euros, c'est des dizaines de milliers d'euros potentiellement. Et des dizaines de milliers sur plusieurs années. Sur des années. Ouais. Mais finalement, c'est ça qu'on regarde, c'est l'objectif, non pas de gagner 100 ou 200 ou 500 euros sur l'année, c'est de constituer une épargne qui travaille suffisante pour que demain, et c'est le sujet de fond, les retraites ne reposent plus exclusivement sur aujourd'hui de la dette. Elles sont financées à plus de 30% aujourd'hui. 40% de la dette, des retraites qui sont financées par de la dette. On creuse notre propre tombe. Donc aujourd'hui, il faut passer tendre vers un système de capitalisation, comme on le connaît dans d'autres pays. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des phases de transition. On le fait, clairement, tous ces gens qui investissent. Bien sûr. Mais c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est ceux qui veulent, ceux qui peuvent. C'est encore trop peu. Ouais. Il faudrait qu'on mette une dose. Alors, on va pas faire de la politique ici, on n'est pas là pour ça. Et puis malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. On va en entendre parler sur les 10 prochains mois et en long, en large et en travers. Pas assez sûrement de l'investissement, mais en tout cas de la politique et tout ça. Mais bon, en gros, on a compris, on est condamné à investir, épargner, ça va pas suffire. Et t'as des systèmes qui le font très bien. Juste parenthèse sur aujourd'hui, la Norvège par exemple. Bien sûr, oui. Le fonds souverain norvégien, c'est un des plus connus au monde. Pour faire simple, c'est une poche dans laquelle les particuliers, les salariés, tout le monde cotise. Mais au lieu que ce soit envoyé comme en France vers des placements tout pourris,
obligations, des comptes épargne, des comptes à terme qui ne rapportent rien, qui financent même la dette aujourd'hui à 10%. Les Français ne le savent pas, mais leur épargne aujourd'hui, elle finance la dette à travers des obligations, à travers des fonds euros en assurance vie. Plutôt que d'investir sur des placements qui ne rapportent rien, le fonds souverain norvégien, il investit dans des fonds actions, il investit dans du private equity, il investit dans des fonds obligataires, dans des fonds immobiliers. Et aujourd'hui, le fonds norvégien, c'est plusieurs milliards d'euros d'épargne qui permettent de financer les retraites, qui permettent de financer énormément de choses dans le système. Preuve que ça existe et que ça fonctionne. Ouais, mais là, t'es dur. Tu nous compares à la Norvège. Ils sont 10 fois moins nombreux. Ils ont fait ces réformes il y a très longtemps. Ils ont un des premiers fonds souverains au monde. D'ailleurs, je crois qu'ils ne redistribuent que les intérêts, donc que les fruits, on va dire. Ils touchent pas au capital. Ils sont assis sur du gaz ou je sais plus quoi. Du pétrole. Ouais, du pétrole, etc. Ils sont très très bien là-haut, là, avec la mer du Nord. On peut pas se comparer à eux. Excuse-moi de te dire ça, mais j'avoue, c'est premier de la classe. Mais l'objectif, c'est pas de se comparer. Ouais. L'objectif, c'est de s'inspirer d'eux. Oui, t'as raison. T'as raison parce que le constat, et là on va terminer sur le constat, on va aller sur les alternatives. Pourquoi on fait ça à ton avis? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est toujours ce fameux manque d'éducation financière qui se comble depuis notamment post-Covid, les applications, etc., la nouvelle génération qui n'a plus peur du risque? C'est quoi? C'est encore de l'ignorance, c'est de la flemme, c'est quoi? On peut pas en vouloir aux Français de ne pas s'être occupés d'un problème qui n'en était pas un. Quand est-ce que c'est arrivé, toute cette descente aux enfers de la dette, du déficit, du cercle vicieux des retraites qui se mord la queue? C'est arrivé dans les années 80 avec Mitterrand, c'est arrivé dans la période socialiste où on voulait prôner du soutien, de l'aide. Vous inquiétez pas, c'est l'État-providence, l'État prendra soin de vous. Vous n'avez pas à vous en occuper, c'est un problème pour demain. Mais demain, c'est aujourd'hui. Mais ça continue en plus. Enfin, même la droite tient ce discours encore aujourd'hui, quoi. L'État nounou, l'État là. Bien sûr. On est encore dedans. Hein. Mais je sais pas si tu avais vu cette interview de Mitterrand qui a glacé le sang, où on lui parlait justement, on lui posait la question vis-à-vis de la soutenabilité du système des retraites qu'il voulait mettre en place, ou en tout cas c'était aussi des vacances des 5 semaines de vacances. On lui disait, mais écoutez, ça semble pas mathématiquement tenable sur le long terme avec les évolutions démographiques. Il l'a dit, mais droit dans les yeux à la caméra, ça sera un problème pour mes successeurs. Donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on n'a plus le choix que de se réveiller. Les Français, dans les années 90, début 2000, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des révolutions, entre Internet, etc. Il y avait d'autres choses auxquelles penser. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le rebord du gouffre, on a déjà un premier pied dedans. Ouais, juste un chiffre, hein. Vous laissez vos 10 000 euros sur un compte courant pendant 10 ans, avec 2% d'inflation, ça vous perdez 1 800 euros. 1 800 euros de pouvoir d'achat, comme ça, parti en fumée. Les alternatives, donc, livret, fonds euros. Bon, le sans risque, ça fonctionne bien en France. On est très, sauf que tu l'évoquais tout à l'heure, il faut regarder le rendement réel. Si on prend l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, on est sur un rendement moyen de 2,5, je dirais. Alors attention, l'assurance vie, ça n'est qu'une enveloppe. L'important, c'est ce que tu vas loger dedans. Parce que souvent, on va vers le fonds euro, t'as raison. Exactement. Donc, il faut distinguer le fonds euro des unités de compte. Le fonds euro, c'est la poche garantie des contrats d'assurance vie. Garantie dans le sens où le capital ne peut pas baisser. Et on va simplement, incrémentalement, ajouter des intérêts chaque année. De l'autre côté, on a les unités de compte, qui sont des placements non garantis. Ça peut être risqué, différents niveaux de risque, mais qui aussi ont des potentiels de rendement potentiellement plus élevés. On peut acheter des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds immobiliers, etc. Le 2,5, c'est effectivement le rendement moyen du fonds euro 2025. La fourchette est relativement stable, c'est entre 2% pour les moins bons et peut-être 3,5% pour les meilleurs. Là où on a eu une inflation autour des peut-être 2%, donc ça battait légèrement l'inflation. Et attention, quand on parle de sécurité, de garantie, aujourd'hui, c'est le fonds de garantie des assurances de personnes qui garantit les placements sur assurance vie. C'est à hauteur de 70 000 euros par assureur. Par personne, par assureur. Ah, c'est ça qui est garanti. Moi, j'imaginais que c'était comme c'était investi sur notamment de la dette française. On se disait, c'est safe. Alors qu'un accident est toujours possible. C'est safe dans le sens où, en théorie, le capital ne peut pas baisser. Mais le but, c'est pas simplement de dire que théoriquement mon capital ne peut pas baisser, c'est de ne pas baisser. C'est aussi de savoir que si jamais demain je veux retirer mon argent, je suis certain de pouvoir retirer la somme que j'ai placée dessus. Ça, c'est vrai. Jusqu'à 70 000 euros par personne par assureur. Et en moyenne, les gens ont combien?
Donc, c'est ça ou pas? Oh, c'est très faible en moyenne par On par est sous ça? Français. Ah oui, on est sous ça. On Ok. est sous ça. Mais c'est extrêmement C'est capé quand même. Enfin, c'est capé, mais c'est très différent. C'est-à-dire que tu vois, tu peux regarder la moyenne. Faut regarder peut-être plutôt la médiane, où la médiane elle va être faible, mais tu as beaucoup de Français aujourd'hui qui ont plus de 70 000 euros sur leur contrat, et il y en a beaucoup qui ne savent pas que ce capital-là n'est pas garanti. Toi, En t'as tout des cas, clients pas qui au-delà ont des sûrement 70 000. 100, 200, 500 000 euros Bien sûr. en assurance vie. Bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Plein de solutions. On va pas que sur l'assurance vie. On diversifie les assureurs. On peut aller sur des assurances vie luxembourgeoises qui garantissent sans plafond. Plein de solutions. Donc, j'ai 200 000 balles, tu dis, bah, ouvre trois contrats chez 3 établissements différents. Ouais. Faut faire bien attention. J'ai bien dit assureur et non pas courtier. Ouais. Chez un même courtier, on peut avoir 2 assurances vie qui ont des assureurs différents. Ou à l'inverse, on peut ouvrir chez un même courtier 2 assurances vie qui ont le même assureur. Et donc là, si on a 2 assurances vie chez le même assureur, c'est que Ça marche 70 000. pas, là. Exactement. Ok. Allez, faire gaffe, là. La peur du risque, enfin, la peur du blocage, c'est en lien avec ce cap que tu évoques, ou c'est encore autre chose, ça, la loi Sapin 2? C'est différent. Ok. La FGAP dont j'ai parlé à l'instant, Fonds de garantie des assurances de personnes, c'est 70 000 euros et c'est venu en protection d'une défaillance, en risque de défaillance d'un établissement bancaire. Ah, c'est s'il y a un truc systémique, j'ai n'importe quoi, BNP ou la SOG Qui ferait tombe, faillite, exactement. et que toutes les banques et les assurances commencent à aller au tapis, on a prévu un fonds qui peut potentiellement, enfin sur le papier. Alors c'est pas uniquement ici, il y a 2 choses. La loi Sympa 2, elle est justement pour éviter ce qu'on appelle un risque systémique, donc une panique des retraits massifs des établissements bancaires, parce qu'aujourd'hui les Français, avec l'argent qu'il y a dans les comptes bancaires, les banques n'ont pas réellement cet argent entre guillemets en backup, en trésorerie. Qu'on n'a jamais connu, hein. Enfin, un bank On l'a run jamais connu. en France, en tout cas sur, je sais pas, Des un décennies, siècle, etc. ouais. Voilà, il y a pas de mémoire là-dessus. Pas à ma connaissance. Il y a eu des risques, enfin des peurs, on va dire, en 2008. Pas à ma connaissance. Mais parce que en fait l'impact d'un bank run est si important qu'on a trop d'intervenants intermédiaires qui viendraient, j'ai envie de dire, soutenir les banques pour ça. Notamment en premier lieu la Banque centrale européenne. Ouais. C'est pas son objectif premier. Son objectif premier c'est le maintien et la stabilité des prix. Mais il y a aussi un rôle de soutien des établissements bancaires commerciaux en cas de défaillance de l'un d'eux pour plein de raisons qui pourraient arriver, qui sont déjà arrivées dans l'histoire. Donc non, on n'a pas eu de bank run. Ici, la FGAP, c'est vraiment au cas où la SOG, la BNP, le Crédit Agricole, peu importe ces banques, il y en a une qui a une défaillance unitaire, hein, c'est cette banque-là qui a un problème, et les comptes bancaires seraient garantis. Alors, il y a le FGDR pour les comptes bancaires, les comptes de dépôt, etc. à hauteur de 100 000 euros. Et sur les assurances vie, c'est 70 000 euros pour les assureurs. Okay. Donc c'est 2 choses différentes. Pour la loi Sapin 2, la crainte, c'est... Alors, que dit la loi Sapin 2? Elle permet justement de geler les retraits sur les assurances vie en cas d'un bank run, dans le cas d'une panique massive des particuliers qui se disent « Je n'ai plus confiance dans ma banque, dans mon assureur, dans mon courtier, dans l'État, peu importe. » Et là, c'est pour tout le monde, on bloque les retraits. Tu veux reprendre tes 30 000, tes 300 000, c'est non. On verra dans 6 mois, dans 1 an, si ça s'est calmé. Pour l'instant, c'est pas liquide, c'est pas possible. Ça n'est pas une ponction, c'est pas l'État qui vient prendre de l'argent, mais on te dit, tu ne peux plus retirer soit la totalité, soit partiellement. Moi, je le vois aujourd'hui, hein, je suis franco-libanais. Au Liban, il y a ça. Aujourd'hui, tu vas au Liban, tu as de l'argent sur ton compte, mais on te dit, monsieur, vous pouvez retirer 50, 100 $ par mois, maximum. Donc, en France, quel serait le format? On n'a jamais eu à y faire appel. Est-ce que ça serait un gel total? Est-ce que ça serait un gel partiel? En tout cas, c'est ça la réalité. Pour toi, c'est un fantasme ou c'est un risque réel? Le gel des retraits, je le vois pas arriver, en tout cas à court terme. Les pertes de confiance dans l'établissement, tout ça, il y a plein de choses qui sont soutenables et qui sont réelles. Mais un gel des retraits, je le vois pas particulièrement. Et surtout, encore une fois, c'est un gel, ça devrait être temporaire. Et la crainte de ponction de l'État, des comptes bancaires et des assurances vie, ça, théoriquement, encore une fois, théoriquement, il se passe beaucoup de choses quand on a des situations de crise à la fois politiques, géopolitiques, économiques. C'est que cette ponction, elle n'est pas possible. Pas possible pour 2 raisons. Pour la première, c'est écrit dans la Constitution. Dans la Constitution, le droit à la propriété, c'est un droit fondamental. Alors après, est-ce que l'État peut aller à l'encontre de la Constitution? Bon, ça c'est un autre sujet. Et le deuxième sujet, c'est que c'est écrit dans le droit européen également. Okay. Donc, si jamais
les banques ou l'État venaient à ponctionner l'argent sur les comptes des Français, ça serait anticonstitutionnel et ça serait contre le droit européen. Donc derrière, il faudrait assumer les conséquences. Il y a une double protection. Donc on a évoqué les comptes courants, les livrets d'épargne peu rémunérateurs, en tout cas qui font à peine mieux, voire moins que l'inflation. À l'instant, les contrats d'assurance vie, surtout les fonds euros, parce que potentiellement on peut prendre plus de risques sur autre chose. Ces alternatives là dont on parle un peu plus aujourd'hui, compte à terme, fonds monétaires. Alors ça marche bien aux US, ça marche un peu moins ici, mais ça pourrait venir. Comment tu vois ça? Des fonds datés notamment. Est-ce que c'est des alternatives saines, qu'on soit particulier ou tu vois pour la trésor de sa boîte? Est-ce que c'est des choses que tu conseilles toi ou pas? Il faut toujours revenir aux objectifs et aux besoins qu'on a de son épargne. Si jamais on parle de l'épargne, par exemple, de précaution, c'est les fameux 3 à 6 mois de nos dépenses mensuelles à placer sur des livrets sécurisés réglementés, livret A, LDDS, LEP pour ceux qui y ont accès. Il n'y a pas besoin d'alternative. C'est des très bonnes solutions. Si jamais le besoin pour cette épargne dépasse les plafonds de livret, sachant que quand on cumule livret A et LDDS auquel tout le monde a droit, on atteint quand même 35 000 euros, ce qui est quand même déjà pas mal pour 3 à 6 mois de dépenses mensuelles en théorie. Mais si on a besoin de plus, potentiellement fonds euros, des comptes courants rémunérés, c'est pas des placements garantis. Alors, assurance vie, c'est censé être garanti, c'est un petit peu moins liquide. Les comptes courants rémunérés, ils peuvent être un petit peu plus rémunérateurs, mais derrière, il n'y a pas de garantie, ou en tout cas, les FGDR, c'est à hauteur de 100 000 euros, mais c'est pour chaque établissement. Donc, c'est pas parfait. Compte à terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Le souci des comptes à terme, c'est entre autres justement leur liquidité. Là où un livret A, tu peux retirer l'argent entre guillemets instantanément ou en 24 heures maximum, des comptes à terme, ça peut mettre 1 mois à récupérer l'argent. Donc là, si jamais on a une urgence, un problème personnel, un sinistre chez soi, besoin de racheter une voiture, un accident, un billet d'avion à prendre en urgence, 30 jours, c'est trop. Donc ici, les comptes à terme, pour moi, sur le critère de liquidité, ça coche pas la case. Okay. Sur les autres placements peut-être plus risqués, des actions, des fonds obligataires, des fonds IMO, là-dessus, il y a le risque de volatilité, le risque de perte en capital. Donc ici, j'ai pas envie que si jamais j'ai mis 10 000 euros de côté et que je sais que c'est mon épargne nécessaire, j'ai pas envie qu'au moment où je retire l'argent, potentiellement, il y ait plus que 8 000 ou 7 000 ou 6 000. Donc les alternatives, elles sont vraiment, j'ai envie de dire, limitées. Et théoriquement, on ne devrait pas avoir à conserver plus que les livrets réglementés et un petit peu d'épargne sur fonds euros, si jamais on a des projets à moyen ou à long terme. Donc ouais, évidemment, s'ils sont blindés, c'est le cas de, je sais pas, au moins 15-20% des gens et peut-être beaucoup plus de ceux qui nous écoutent. Bah là, ok, vous avez votre patte là, donc tout le reste doit travailler et doit prendre du risque, j'imagine. On va y venir. Et si la majorité des gens mettaient pas non plus des sommes conséquentes là-dessus, quoi. Et ça doit se faire toujours en fonction, je l'ai dit plus tôt, des objectifs et surtout à chacun de ces objectifs, il faut toujours associer 3 critères. Parce qu'un objectif, je voudrais ceci, je voudrais cela, c'est trop flou et ça ne permet pas de prendre des décisions tactiques actionnables. Il faut associer à chacun de ces critères de ces objectifs 3 critères. Le budget, quelle serait la somme dont j'aurais besoin pour atteindre cet objectif. La chronologie, donc à quel moment je veux pouvoir réaliser cet objectif. Et enfin, le niveau de priorité. À moins d'être Donald Trump et d'avoir argent infini, on a des ressources financières limitées, donc on doit parfois prioriser nos objectifs. Et ça, la priorisation, elle est extrêmement personnelle et subjective. Une fois qu'on a ces 3 critères-là, généralement, on va s'attaquer chronologiquement aux objectifs. À court terme, je veux pas prendre de risques, je veux que mon argent il soit liquide, je vais avoir des placements sécurisés. Pour mes objectifs plus moyen terme, c'est quoi moyen terme? Généralement, ça va être au-delà de 5-10 ans. Je vais avoir une stratégie plutôt équilibrée. Je veux prendre du risque, je suis prêt à accepter du risque, mais j'ai également besoin d'avoir, et ça c'est sous-estimé, une stratégie de sécurisation progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon horizon il est de 10 ans. Je peux me permettre de prendre un niveau de risque potentiellement un peu élevé, pour aller chercher des rendements potentiels plus élevés. Mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, mon horizon de temps, il est plus moyen terme, il est très court terme. Donc je peux pas me permettre de conserver mon allocation actuelle indéfiniment. Donc il va falloir que je sécurise progressivement en faisant ce qu'on appelle des arbitrages. Un arbitrage, c'est je vais revendre une partie de mes actifs dynamiques, risqués, pour racheter des actifs sécurisés, peu volatiles. Et ainsi, qu'est-ce que j'aurais fait? Tant que mon horizon de temps est moyen-long terme, j'aurais dynamisé le capital, j'aurais fait travailler parce que je pouvais me permettre d'accepter du risque.
Et progressivement, je l'aurai sécurisé pour que, arrivé à 3 mois, 6 mois, 1 an de mon échéance, de mon objectif, j'ai un capital qui est sécurisé et qui ne risque pas de subir une chute de 20, 30, 40, 50% parce que j'avais une allocation trop dynamique et trop risquée. Et donc là, je mettrai en péril l'atteinte de mon objectif. Ouais, c'est l'exemple qu'on prend souvent sur la personne qui s'approche de la retraite. Mais comme tu l'as dit si bien, c'est valable finalement pour n'importe quel objectif. À 5 ou 10 ans, je m'approche de mon terme à quelques trimestres, quelques mois. Bah oui, je suis beaucoup moins dynamique et je sécurise sur des choses qui vont être beaucoup moins volatiles. Là, tu m'as convaincu, je veux prendre du risque, je veux battre l'inflation largement, donc c'est pas les livrets, c'est pas le fonds euro, etc. Les ETF, c'est la martingale, la tarte à la crème depuis quelques années. Toi, tu as un petit warning sur tout ce qui est les trackers, donc ETF, indiciels, et qu'on les met d'ailleurs peu importe dans quelle poche, que ce soit un PEA, une assurance vie, etc. T'as analysé ça, et effectivement, la performance, plutôt la contre-performance, est assez surprenante et un peu contre-intuitive. Alors attention, ici je parle pas uniquement des ETF indiciels, mais des ETF indiciels thématiques. Thématiques. Parce qu'un ETF, généralement, ils sont souvent indiciels. Oui, thématiques. Voilà, donc les ETF thématiques, qu'est-ce que c'est un ETF thématique? C'est un ETF, donc pour rappel, un ETF, c'est l'équivalent d'un panier d'actions. Et un ETF thématique, c'est un panier d'actions dont toutes les entreprises travaillent dans généralement le même secteur. On va avoir un ETF thématique sur les véhicules électriques, un ETF thématique sur l'intelligence artificielle, un ETF thématique sur la robotisation. Et ça permet d'investir dans les grandes tendances qu'on considère de demain, ce qu'on appelle des mégatrends. Et ces mégatrends, généralement, elles attirent les investisseurs particuliers, comme elles attirent les analystes, comme elles attirent les médias. Le souci de cette attractivité, j'ai pas envie de dire marketing, mais en termes de visibilité, c'est qu'elle finit par décorréler les fondamentaux de l'investissement, qui sont l'investissement dans des actifs de qualité. Et par qualité, j'entends, et ça c'est Benjamin Graham, c'est le mentor de Warren Buffett qui avait défini ça, avec notamment les concepts de marge de sécurité. Donc sans rentrer dans les détails trop techniques, c'est il faut que j'achète des actions des entreprises à des prix pas trop élevé. Et pas trop élevé, ça se définit en fonction de la réalité des bénéfices de l'entreprise. Le souci des ETF thématiques, c'est que leur attractivité visuelle, marketing, parce que ah oui, moi j'ai envie d'investir dans l'IA, j'ai envie d'investir dans les énergies renouvelables, dans la robotique, ça va tirer vers le haut les valorisations des entreprises par simple effet d'offre et de la demande. L'offre reste stable, il y a plus de demandes, les prix augmentent. Ça, là-dessus, c'est basique. Sauf que derrière, avec des prix qui augmentent et des fondamentaux qui n'évoluent pas, c'est-à-dire que les fondamentaux de l'IA, les fondamentaux de la robotique, les fondamentaux des énergies renouvelables restent relativement stables dans le temps, on a une décorrélation croissante entre la valorisation et la réalité économique de l'entreprise. Ce qui fait qu'on achète des entreprises, et notamment à travers les ETF thématiques, des paniers d'entreprises qui sont finalement très chers par rapport à la réalité des bénéfices des entreprises. En d'autres termes, tu dis les ETF, en tout cas thématiques, et pas qu'indiciels, donc les ETF thématiques, créent des bulles, ou plutôt les entretiennent, les font gonfler encore plus, et on a cette décorrélation entre les ratios de valorisation, j'en sais rien, les cash flows, les bénéfices et tout, et ce panier de valeurs qui passe de 100 à 130 à 150. Par exemple, en ce moment, effectivement, c'est les semi-conducteurs, mais on sent qu'il y a d'autres thématiques qui arrivent, et tu les as citées, robotique, New Space, etc., avec SpaceX et d'autres, Rocket Lab, machin. Et donc, c'est une petite musique qu'on attend quand même depuis un certain temps. Pour l'instant, l'orchestre continue à jouer. En fait, faut bien comprendre comment est créé un ETF thématique, et il est créé par donc pour faire très simple, des sociétés de gestion, des émetteurs, d'accord. On connaît iShares, la filiale de BlackRock, on connaît Amundi, il y en a un certain nombre. Vanguard, enfin il y en a. Vanguard, ouais. iStreet, SPDR. Toutes ces sociétés-là, elles vont créer des produits. Il y a les ETF indiciels géographiques classiques parce que ça permet d'investir dans le marché, c'est super. Mais derrière les ETF thématiques, ils sont créés, ils sont émis suite à une demande, ou plutôt suite à une demande croissante des investisseurs particuliers pour ces nouvelles thématiques. Sauf que faut bien comprendre qu'un ETF thématique et un ETF de manière générale, ça met à peu près 75 jours à être créé. Donc entre le moment où on commence à parler de la thématique,
ça commence à prendre en valeur. Ou elle prend suffisamment d'ampleur pour que les émetteurs d'ETF s'y intéressent. Et encore plus de temps pour que finalement le produit sorte. D'ici là, en réalité, on est, entre guillemets, au plus haut de la vague, au plus haut des valorisations des entreprises. Donc l'ETF thématique, il est émis au moment, j'ai envie de dire, au pire moment, au moment où les entreprises valent le plus cher. Les investisseurs particuliers achètent donc ce produit-là, ce qui continue à driver un petit peu la demande vers le haut. Et ensuite, quand on se rend compte qu'il y a eu une trop grande décorrélation entre la valorisation et les bénéfices, les investisseurs vendent, ça se casse la gueule. Et c'est pour ça que l'étude montrait qu'en moyenne, sur les 6 premières années d'existence d'un ETF thématique, ces EDC derniers connaissaient une performance moyenne de moins 30%, ce qui est à peu près moins 5% annualisé à cause du moment où, à cause de ce timing, du pire timing possible pour l'achat de ces ETF thématiques. Ah, c'est énorme. Donc toi, tu penses faire potentiellement une perf à 2 chiffres chaque année, au moins les 2-3 premières années, et puis limite après tu revends. En fait, toi, tu dis non, vous allez faire plutôt du moins 5 sur les 5-6 premières années de l'ETF, parce que justement, il arrive trop tard. Il arrive en fait au pic, quasiment au pic de la bulle, et que derrière, vous allez vous prendre toute la baisse. Exactement. Ok. Il y a des contre-exemples ou non, en fait, ça marche sur Cabuzine? Bien sûr qu'il y a. Alors, l'étude, en tout cas, elle montrait que c'était des résultats communs et transverses à travers l'ensemble des thématiques. Bien sûr, là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont trouver un ETF thématique qui a bien performé. C'est une moyenne, quoi. Mais en tout cas, voilà, sur des moyennes et de manière générale, si on doit se poser la question de est-ce que investir dans un ETF thématique au moment de son émission est une bonne idée, les études sont claires, non. Très clair. Donc, ces ETF thématiques, on peut y aller, mais on fait hyper gaffe. En tout cas, on n'attend pas d'en avoir entendu parler pendant des mois dans les médias, etc. Parce que tu as raison, il y a aussi beaucoup d'emballage cadeaux et de marketing autour de tout ça. Enfin, médiatique, ouais, les vendeurs ont pas besoin des médias. Maintenant, ils parlent en direct à leur communauté. Donc, mais bon, t'as raison, c'est tout un écosystème qui s'emballe. Sur les actions en direct, donc là, c'est le contraire d'un ETF thématique. Je crois telle action française, coréenne, américaine. Est-ce que toi, tes clients, tu leur dis oui, effectivement, dans votre PEA ou pas, parce que toutes les valeurs vont pas dans le PEA, mais vous pouvez vous amuser. Et si oui, enfin, vous amusez avec beaucoup de guillemets, miser donc sur des valeurs en direct. On parle de stock picking, donc de sélection valeur par valeur. Mais si vous y allez, faites ça, faites pas ça. Et dans telle mesure. Alors, mettez pas, par définition, tous dans le même panier. Et donc, toi, est-ce que tu as quelques règles comme ça pour tes clients? Il faut toujours investir, certes, en fonction de ses objectifs, mais aussi en fonction de ses connaissances et de ses compétences. Et ça, c'est un biais, ça, c'est une erreur que je vois très fréquemment chez les investisseurs particuliers. C'est pour certains de se penser prudent, alors que ça peut être des jeunes de 25-30 ans qui gagnent très bien leur vie et qui mettent beaucoup d'épargne de côté, ce qui fait qu'ils n'ont pas par définition un profil prudent, c'est simplement qu'ils ont un manque de connaissances, un manque de compétences, et donc ils ont peur de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions, faire des erreurs d'investissement qui pourraient leur coûter cher. Un profil prudent à 25 ans, ça, c'est un contresens? Ça n'a, à moins que, j'ai envie de dire, l'ensemble des objectifs de cette personne soit dans les 5 prochaines années, il n'y a pas de raison d'avoir un profil extrêmement prudent à 25 ans. À l'inverse, on a aussi d'autres investisseurs qui, eux, se pensent j'ai pas de problème avec le risque, j'ai pas de problème avec la volatilité, j'ai aucun souci avec ceci, avec cela, et qui se pensent donc très dynamiques. C'est le revers, c'est l'autre problème. C'est pas parce qu'on n'a pas peur du risque qu'on devrait avoir une stratégie dynamique. Une stratégie dynamique, elle doit aussi être soutenue par des compétences, des connaissances, une maîtrise des marchés et de l'investissement qui fait qu'on va pas prendre des décisions irréalistes ou en tout cas trop risquées. Et le problème, c'est que si on n'a pas les compétences pour mesurer ce qu'est un bon niveau de risque par rapport à ses objectifs et à son profil, derrière, on peut faire des grosses erreurs, on peut prendre des mauvaises décisions. Moi, j'en vois beaucoup, exemple, vas-y. Des investissements dans uniquement des portefeuilles concentrés sur l'IA et la tech. Et ils vont te dire, non, mais regarde, j'ai acheté 5 entreprises différentes. Oui, mais tes 5 entreprises, c'est toutes dans l'IA, toutes dans la tech américaine. Donc, sans expliquer le détail de pourquoi est-ce qu'elles sont toutes corrélées entre elles, il y en a une qui chute, c'est l'ensemble de ton portefeuille qui chute. Pareil, mais regarde, moi j'investis dans le S&P 500, c'est hyper diversifié. S&P 500, ce sont que des entreprises américaines. Demain, il y a un souci aux États-Unis, c'est l'ensemble du portefeuille qui chute. Mais regarde, moi je suis investi dans le MSCI World, je suis hyper diversifié. Et toute la bourse mondiale. C'est 72% d'États-Unis, le MSCI World.
Donc demain, il y a un souci aux États-Unis, c'est 70% de ton portefeuille qui va chuter. Donc il y a toujours un degré de diversification supplémentaire possible. Et j'ai envie de dire, on ne diversifie jamais trop. Donc là-dessus, c'est important pour les particuliers de ne pas trop se concentrer. Et la diversification is the only free lunch, hein, on disait, c'est la solution. Même s'il y a beaucoup de personnes qui disent en diversifiant, on ne peut pas s'enrichir ou c'est très difficile de s'enrichir. Oui, mais l'objectif dans les finances personnelles, l'investissement, c'est pas d'être le plus riche le plus rapidement possible. C'est d'être toujours là à la fin de la course. La diversification, c'est le seul repas gratuit. Je la connaissais pas, celle-là. Je croyais qu'il n'y avait pas de repas gratuit, justement. C'est le seul repas gratuit dans le sens où c'est ce qui permet de potentiellement ne pas baisser la performance, mais de réduire le risque. Ça, c'est les concepts de corrélation et de décorrélation entre deux actions. Potentiellement, je peux, avec deux actions qui sont négativement corrélées ou peu corrélées, maintenir la performance moyenne, mais réduire la volatilité de mon portefeuille. Mais il y a des limites à la diversification. Moi, chez tes conseils et chez d'autres, j'entends, si on prend que la bourse, univers que tu connais bien, mais je pense que ça s'applique à plein d'autres trucs, quand tu as trop de choses, trop de lignes, tu peux pas suivre. Et du coup, oui, ça va te faire une performance moyenne, mais en fait, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de... Complètement. Et c'est bien pour ça que à l'intérieur, il faut distinguer deux types de diversification. Il faut distinguer la diversification des classes d'actifs et il faut distinguer la diversification à l'intérieur d'une classe d'actifs. La diversification des classes d'actifs, c'est de dire, moi, dans mon patrimoine, j'ai des actions, j'ai de l'immobilier, j'ai des crypto-monnaies, j'ai du private equity, j'ai toutes ces classes d'actifs-là très différentes. J'ai des montres, des tableaux, peu importe. Et ça, oui. Ça, c'est OK parce que généralement, il y a une corrélation faible entre les classes d'actifs. Alors, c'est de moins en moins vrai entre les actions technologiques et les crypto-monnaies, par exemple, mais entre l'immobilier et la bourse, ou entre le private equity, donc par définition, c'est les marchés non cotés et les marchés cotés. Voilà, on a une certaine... Oui, il y a des temporalités, mais t'as raison, ils sont décorrélés. Enfin, je veux dire, même les cryptos bougent plus forcément beaucoup avec les valeurs tech. L'or bouge plus avec par rapport aux cryptos ou par rapport au marché. Le marché peut monter et l'or se péter la tronche. Exactement. Ou par rapport au dollar. Enfin, parfois, il y avait des choses évidentes. C'est un peu en train de voler en éclats aujourd'hui. Et cette répartition des différentes classes d'actifs dans notre patrimoine, c'est ce qu'on appelle l'allocation stratégique. Je veux 10% d'actions, je veux 20% d'immobilier, etc., etc. Et ensuite, il faut regarder à l'intérieur des classes d'actifs. La diversification à l'intérieur de ces dernières, c'est ce qu'on appelle l'allocation tactique. Donc l'allocation stratégique, répartition des classes d'actifs, allocation tactique. Dans ma partie, dans mes 10% d'actions, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets des actions Apple? Est-ce que je mets un ETF S&P 500? Est-ce que je mets un fonds obligataire? Dans les 10% d'actions, parce que tu conseilles de s'exposer à hauteur de jusqu'à 10% sur les marchés financiers. Non, là c'était un exemple de portefeuille. C'était un exemple de portefeuille. Ça peut être 50%, ça peut être 60% selon le profil. Mais en tout cas, c'est à l'intérieur de ma poche action. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre des actions individuelles? Est-ce que je vais mettre des ETF thématiques, des ETF géographiques, sectoriels, etc., etc. Et typiquement, est-ce que tu te fixes des max sur ETF, j'en sais rien, il y a maximum, j'ai n'importe quoi, 6 ou 10 ETF et suivez maximum 20, 30, 50 actions parce qu'après c'est injouable. Est-ce que t'as des plafonds là-dessus ou pas? Les études montrent que la diversification et la réduction du risque d'un portefeuille, elle arrive, de mémoire, c'est autour des 15 à 20 actions. Peut-être jusqu'à 30, en fait, c'est une courbe qui descend, mais elle descend très vite au début, c'est-à-dire que le niveau de risque du portefeuille descend très vite dès que tu rajoutes des actions, puis elle descend de moins en moins vite. Et donc, le juste milieu, on va dire, ça va être entre 15 et 30 actions. En dessous, le portefeuille est trop concentré. Au-delà, le gain marginal de réduction de la volatilité est trop faible pour justifier l'ajout d'une nouvelle ligne. Donc vous allez vous faire des nœuds au cerveau? Des nœuds au cerveau, des frais de transaction supplémentaires qui vont finalement plus pénaliser l'investisseur qu'autre chose. Et en ETF, tu dirais combien? En ETF, moi je considère qu'entre 5, 6 ETF, on peut déjà couvrir 90, 95, 99% de la capitalisation boursière mondiale. Donc 5 lignes à gérer, ça me semble suffisant. Et ça permet de couvrir des milliers d'entreprises. La pierre papier notamment. Tu te rappelles de la purge comme moi, 2023, 2024. Est-ce que c'est le moment de revenir là? Il y a beaucoup d'écarts entre SCPI décotés, les nouvelles générations qui arrivent à performer. Alors, on sait que parfois au début, c'est peut-être plus simple que quand le truc est bien lancé. Comment tu regardes ça? Comment tu conseilles là? Qu'est-ce qui s'était passé en 2022, 2023, 2024? On a eu chute du marché immobilier qui
c'est répercuté mécaniquement sur les valeurs de patrimoine des SCPI. Pour rappel, une SCPI, elle détient un parc immobilier, ça peut être des commerces, ça peut être des appartements, ça peut être des établissements de soins, des bureaux. Forcément, les SCPI, elles doivent conserver, sans rentrer dans les détails techniques, un prix de part qui est proche, corrélé, on va dire, cohérent par rapport à la valeur du patrimoine. Si la valeur du patrimoine chute, mais derrière, il y a des SCPI qui se sont retrouvés obligés de baisser leur prix de part. Une sorte de mark to market, quoi. Exactement. Pour que, quand les particuliers achètent des parts de cette SCPI, ils achètent pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Ça, jusque-là, c'est cohérent. Et là, il y a eu des décotes de quoi? 10, 20, 30%? Jusqu'à 45. Waouh. Jusqu'à 45%. Personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Et en même temps, ces SCPI qui ont connu des très fortes chutes, ce sont toutes des SCPI françaises dans le sens leur parc immobilier est en France et même plus particulièrement en Île-de-France. Et sectoriellement, elles étaient concentrées sur le secteur des bureaux. Rien de particulier, hein, c'est pas nouveau, je veux dire, avec le Covid qu'on a connu. Télétravail et tout ça. Télétravail, il y a de moins en moins eu besoin de bureaux, en tout cas en termes de surface. T'es mal situé, t'as pas les bons, ils sont amiantés ou ils sont pas sympas pour le coworking, etc. Les gens sont partis et exactement. Il est impossible de le relouer derrière, quoi. Alors, encore une fois, on va pas jeter la pierre, hein. Il y a 10 ans, 15 ans, tous les conseillers en gestion de patrimoine disaient l'investissement dans les bureaux, c'est ce qui est de plus rentable. Factuellement, c'était le cas, c'est ce qui proposait les meilleurs rendements. Donc derrière, quand j'ai le choix entre une SCPI qui va me rapporter 3,5 et une autre qui va me rapporter 5,5, bon, j'y connais pas trop, je vais aller vers la 5,5. Moi, je trouve ça sain. Enfin, beaucoup de Français, évidemment, je me réjouis pas, ont perdu de l'argent et potentiellement ils reverront pas, tu vois, ou en tout cas pas sur ce qu'ils ont mis au départ. Mais tu vois, on s'est tellement mis dans le crâne que, à l'image de notre résidence principale, et même ça, on voit que ça craque aussi, ça se fissure, en fonction de la localisation, de plein de trucs, de est-ce que j'ai une gare, est-ce que ceci, l'autoroute va arriver ou quoi. La pierre, c'est pas un truc, c'est tangible, ok, mais c'est aussi risqué, en fait. C'est pas automatique. Tu peux perdre de l'argent, voilà. C'est pas automatique, et alors bon, le sujet de l'achat de la résidence principale ou non, ça, j'en parle quotidiennement avec mes clients et avec des membres de ma communauté, parce qu'il y a vraiment ce biais, j'ai envie de dire, ce mimétisme social qui pousse les particuliers à vouloir acheter leur résidence principale, alors que économiquement et même psychologiquement, ça n'est pas une bonne décision. Hein. Si jamais je suis pas certain de vouloir rester dans ma résidence principale pour les 10, 15 prochaines années, et c'est cet ordre de grandeur-là qu'il faut avoir en tête. Hein. Il y avait une carte, je sais plus quel journal avait publié, sur le nombre d'années qu'il faut conserver sa résidence principale en fonction des villes pour être plus intéressant, plus rentable que de la location. Ah, il y avait des villes, sans parler de Paris, où c'était plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Alors que la plupart des particuliers se disent non, je pense qu'au bout de 3-4 ans, j'ai rentabilisé. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc si jamais on est jeune, qu'on a des perspectives d'évolution professionnelle, qu'on voudrait pouvoir potentiellement voyager, si on est ouvert à des déménagements géographiques, à l'international, s'alourdir d'une résidence principale, ça n'est pas forcément le choix le plus pertinent. Sachant que les jeunes, maintenant, ils restent 18-24 mois dans leur job. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Donc, si le job est pas à côté, etc., ils vont se mordre les doigts. Oui, parce que quand tu dis rentable, il faut tout prendre en compte. Frais de notaire. Toutes les charges que je vais faire. Charges régulières, taxes foncières, charges exceptionnelles. Bref, tout ça, mis bout à bout, tu dis, attendez, c'est pas 5, 6, 7 ans, c'est 10, 15, parfois 20 ans pour amortir, pour juste pas perdre d'argent. Alors, les prix de l'immobilier évoluent évidemment, hein, mais c'est cet ordre de grandeur-là qu'il faut avoir en tête. On s'en rend pas compte quand on est salarié, quand on est, locataire. On ne voit que le loyer qui tombe chaque mois, qu'on a l'impression de jeter à la poubelle. Mais il faut avoir en tête que un locataire, le loyer qu'il paye chaque mois, c'est le maximum qu'il va payer chaque mois. Un propriétaire, le montant du crédit qu'il doit rembourser, c'est le minimum qu'il va payer chaque mois. Avec toutes les charges exceptionnelles, les taxes foncières, les charges de copropriété, les travaux, tous ces éléments-là, ils viennent alourdir en réalité la facture. Et ça, quand on l'anticipe pas ou mal, derrière, ça crée des déceptions. Et moi, je connais beaucoup plus de personnes qui sont déçues d'investissements immobiliers, notamment locatifs, que de personnes qui disent c'est génial. Bon, quelques cas pratiques, si tu le veux bien, Charles Elias, pour terminer. Des questions qu'on a reçues ces derniers jours avant de te recevoir. J'ai 10 000 euros sur mon compte courant. C'est beaucoup. J'ai 30 ans, pas de projet IMO à court terme. Qu'est-ce que je fais lundi matin? Le fameux lundi 8 mai.
déjà, on en a parlé plus tôt, mais l'épargne de précaution, si jamais les 10 000 euros, c'est toute l'épargne que tu as, j'ai envie de dire, ça devrait représenter ton épargne de précaution. Alors moi, souvent, ce que je dis, on parle des 3 à 6 mois de dépenses mensuelles, mais c'est assez variable selon le montant de dépenses mensuelles de la personne. Si quelqu'un dépense, je simplifie, 1 000 euros par mois, bon, 3 à 6 mois, ça fait 3 à 6 000 euros. Je considère que par rapport au niveau de dépenses potentielles d'une urgence, qui peut apparaître sous plein de formes différentes, je considère que c'est un petit peu light. Moi, j'aime bien mettre un plancher à 10 000 euros et dire que si jamais tes 3 à 6 mois, ça représente moins de 10 000, bah, tu vas quand même à 10 000. Donc, si aujourd'hui, les 10 000 euros que tu as sur ton compte courant, c'est entre guillemets tout ce que tu as, bah, déjà, je les laisserai pas sur le compte courant, je les mettrai sur LDDS ou livret A. Et ensuite, le reste, bah, selon comment tu as constitué ces 10 000 euros, si c'est une épargne mensuelle, là, toujours en fonction des objectifs long terme, je peux commencer à investir sur des actifs dynamique, risqué, j'ouvre un PEA, j'achète un ETF monde, des ETF actions, peu importe. Je peux diversifier un petit peu avec des fonds obligataires, pourquoi pas, mais avec 10 000 euros, en tout cas, pour l'instant, la priorité, c'est la sécurité. Je pars de zéro en investissement, j'ai 5 000 euros. C'est quoi mon premier geste, selon toi? Pas très différent du premier, entre 5 et 10 000 euros. Pour moi, là, ça va être l'épargne de précaution prioritaire. C'est trop petit pour... Ouais, mais a priori, c'est de l'argent... je pense que si jamais c'est qui va investir, tu vois, au-delà de son matelas. Ouais. Je pense qu'il a entendu ton point il y a 2-3 mois devant lui, quoi. Et c'est très important que ce soit validé, hein, ce point-là de non mais c'est 5 000 en plus de mon épargne de précaution. Bon, si jamais j'ai mon épargne de précaution, 5 000 euros aujourd'hui à investir, je dois commencer par définir, on en a parlé plus tôt, mes objectifs. Si jamais je compte acheter ma résidence principale dans 2 ans, ou si je veux préparer les études de mes enfants dans 10 ans, ou si je veux anticiper ma retraite dans 20 ans, la stratégie ne sera pas du tout la même. Donc on commence, j'ai 5 000 euros, qu'est-ce que je fais? Je commence par définir mes objectifs, j'y associe un horizon de temps, j'y associe un budget et j'y associe un niveau de priorité. Si on part du principe que la personne est jeune, long terme, je vais investir pour ma retraite, derrière, 5 000 euros, bon, c'est un capital suffisamment, on va dire, restreint pour se concentrer sur les actifs les plus rémunérateurs théoriquement sur le long terme, c'est-à-dire les actions. Donc ici, ouvrir un PEA, mettre des ETF actions dedans, ça sera probablement pas une mauvaise décision si l'horizon de temps associé est long terme. Bon, posez-nous vos questions, n'hésitez pas, sur YouTube notamment, on y répondra la prochaine fois avec plaisir. Oli Tricien d'Allo la Martingale, Nathalie, j'ai 50 ans, 100 000 euros en fonds euros, la retraite donc dans une quinzaine d'années, qu'est-ce que je dois bouger là selon vous? Donc fonds euros, on imagine sa perf, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est autour de 2,5, entre 2 pour les moins bons et 3,5 pour les meilleurs fonds euros. Alors c'est une bonne situation dans le sens où 15 ans, ça reste un horizon de temps, on va dire moyen terme. C'est pas très long terme, donc on va pas avoir une stratégie extrêmement dynamique, mais on peut tout de même se permettre de placer une partie de ce capital de manière dynamique. Donc ici, sur 100 000 euros, avoir le reste du patrimoine évidemment, mais si on reste concentré sur cet actif-là, sur ce capital-là, à 15 ans d'horizon de temps, on peut se permettre d'avoir une allocation, j'ai envie de dire, entre équilibrée et dynamique. Ça va être par exemple autour des, je dirais peut-être 50%, soit 50-60% en actions. On pourrait avoir 20% en immobilier, peut-être avec des SCPI, si on veut pas s'embêter avec des locataires, etc. Je prends pas en compte la résidence principale, attention ici. Hein. Rajouter peut-être 10-20% d'une poche obligataire et on commence tout doucement 10-20% dans du fonds euro. Ça, c'est une allocation qui serait adaptée avec cet horizon de temps-là. Mais on l'a dit plus tôt, avec les années qui passent, cet horizon de temps, il va se réduire. Donc, il va falloir mécaniquement réduire progressivement l'exposition aux actifs risqués, les ETF actions, entre autres, pour acheter soit avoir du capital disponible, ça serait dans du fonds euro, dans des livrets, pourquoi pas, soit on veut se créer une rente. Et si on veut une rente pour la retraite, ce qui pourrait faire sens, je voudrais avoir 500, 1000, 1500 euros de revenus complémentaires pour ma retraite. Dans ce cas-là, on peut investir dans des actifs qui, eux, vont générer du rendement régulier. Par exemple, des SCPI. Pourquoi pas des fonds obligataires qui distribuent des dividendes? Pourquoi pas des coupons? Des actions qui versent des dividendes? Il y a plein de façons de convertir un capital en rente, mais c'est très important de l'anticiper, cette phase-là. Il y a trop de particuliers qui investissent, qui ont une stratégie dynamique, mais qui se retrouvent, j'ai envie de dire, le jour de la retraite ou la veille de leur retraite, avec une somme d'argent énorme et qui se disent, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je mets tout en fonds euros, je mets tout dans quoi, comment? Et c'est souvent un petit peu tard pour s'en occuper.
Matt Stéphanie fait régulièrement, je crois, un épisode là-dessus sur les valeurs qui, on va dire les champions du dividende. En Europe, il y en a plein. Il y en a pas mal en France, il y en a plein en Europe. Et donc, vous mettez ça sur un PEA et ça vous verse entre 4, 5, 6, 7, 8, parfois jusqu'à 10% par an. Alors, évidemment, le cours peut évoluer, à la hausse comme à la baisse. Mais voilà, c'est du quasi garanti. Alors, il peut y avoir des accidents, mais c'est des entreprises qui sont connues parfois depuis 20, 30 ans, 40 ans. Il faut faire verser ça. Mais il faut faire attention à ça. J'avais un contre-exemple là-dessus. C'était de mes mémoires l'action Walgreens Boots, je crois, qui est un groupement de pharmacies aux États-Unis, qui avait connu justement une chute de son cours et mécaniquement une hausse du dividende, parce que le dividende est fait en fonction des bénéfices. Du coup, je sais plus à combien a été monté son dividende en termes de rendement. C'était à 2 chiffres. Je sais plus si c'était à 12-13%. Tu dis waouh, une entreprise qui verse 12% de dividendes, c'est parfait. Sauf qu'en fait, t'achètes cette entreprise là, au début tu penses toucher ton dividende, sauf que avec la fragilité économique de l'entreprise, le cours continue à chuter et il y a un moment, en fait oui, OK, t'as touché 12% de dividendes, mais le cours de l'action il a baissé de 50%. Donc, in fine, t'as perdu de l'argent. Donc, attention aux dividendes trop élevés. Oui. Et puis, voilà, il y a des choses beaucoup moins exotiques en Europe. Et évidemment, on va passer 100 000 euros sur la même valeur. On en prend plusieurs. Bon, très clair. Merci beaucoup. On va atterrir gentiment avec toi, cher Elias. Ravi d'avoir passé cette heure ensemble. Donc, on retient les règles d'or que tu nous as partagées. Épargne de précaution d'abord, évidemment, 2-3 mois devant soi. On n'a pas parlé de DCA, mais je pense que tu es plutôt à l'aise avec cette... Pour tous les actifs risqués, si jamais j'investis dans l'immobilier ou dans des fonds de private equity, il n'y a pas de volatilité, donc c'est pas dérangeant de faire ce qu'on appelle du lump sum, d'acheter d'un coup. Pour des actifs volatiles comme les marchés actions, ETF actions individuelles, c'est fondamental de faire du DCA. Oui, tous les ayatollahs qui préconisent de faire du lump sum, comme quoi théoriquement et mathématiquement c'est plus rentable parce qu'on investit plus de capital d'un coup, donc il y a moins de capital qui subit l'inflation. C'est certes c'est une stat théoriquement plus rentable, mais psychologiquement pour des investisseurs particuliers qui n'ont pas l'expérience de la volatilité des marchés, ça peut être très très difficile quand on a une grosse somme à investir de tout placer d'un coup en bourse. Et te dire 30 ans sans rien bouger, quoi. Exactement, et c'est surtout le risque qu'on prend si jamais on investissait juste avant une crise imprévue, et ça en ce moment on le voit très bien que ces crises entre Trump qui peut faire des tweets qui font baisser la bourse de 10%, ça peut arriver très très rapidement. Derrière, quand on n'a pas l'expérience en bourse, si on voit son capital chuter fortement peu de temps après qu'on ait investi, c'est la meilleure manière de se dégoûter, de paniquer, de vendre et de ne plus jamais y retourner. Ouais. Et ou de devoir attendre des années. Énormément. Et ça peut être 5, 10, 15 ans avant de retrouver son capital. Et ça, c'est la différence mathématique entre si jamais tu perds 10% pour que ton capital revienne au niveau départ, il doit pas reprendre 10%. D'accord? Il doit reprendre, moi, c'est 11% ou 12%. Donc, en fait, plus le temps passe, même si tu penses que c'est relativement stable, en réalité, le capital baisse. Donc, il vaut mieux acheter de moins en moins cher avec un DCA. Si jamais les marchés baissent, tu continueras à acheter moins cher. Si les marchés augmentent, le capital déjà investi continue à prendre en valeur. Donc, c'est la bonne façon. C'est très juste, on le rappelle trop peu souvent. Votre action est divisée par 2, son cours est divisé par 2. Ou ETF, ce que vous voulez. Tu perds 50%, il faut faire x2 pour juste retrouver votre mise au départ. C'est quoi les 3 erreurs que tu vois le plus, toi, chez tes clients, Jean-Elias? Les 3 erreurs, tu vas avoir, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais se penser défensif, alors que on a simplement un manque de connaissances, de compétences et d'outils. Ça veut pas dire que tout le monde doit devenir conseiller en investissement ou trader. Ça veut simplement dire que il faut investir en proportion au regard de ses objectifs et de l'horizon de temps associé. Donc si jamais on a 25, 30, 35, même 40 ans et qu'on veut préparer sa retraite, on n'est pas défensif. On a simplement un manque de connaissances et d'outils. Donc attention à ce premier biais-là. La meilleure façon de le dépasser, c'est de se former, de se renseigner, de poser des questions à des professionnels idéalement indépendants. Et aujourd'hui, il y a un accès à la connaissance qui est, j'ai pas envie de dire infini, mais presque, sur YouTube, en podcast, sur des articles, des blogs, absolument partout, des livres aussi, super. Deuxième erreur, ça va être de garder des vieux contrats d'assurance vie qu'ils ont soit hérité ou qu'ils ont ouvert il y a des années, pour pas dire des décennies. Alors tout le monde connaît l'avantage fiscal de l'assurance vie après 8 ans, mais garder un contrat d'assurance vie simplement parce qu'il a un avantage fiscal, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? L'avantage fiscal, il s'applique uniquement sur les bénéfices, sur les plus-values du contrat. Si jamais il n'y a pas peu de plus-value, l'avantage fiscal, il est très faible, voire même inexistant. Donc là, premier biais. Et deuxième biais, garder un vieux contrat, c'est finalement
accepter de soit payer des frais encore très élevés sur un contrat, les vieux contrats d'assurance vie bancaire notamment, on peut avoir des frais sur versement à 4,5-5%, des frais de gestion hyper élevés, des produits disponibles dans le contrat aussi, très mauvaise qualité, avec des frais très élevés. Donc ici, on se met un boulet au pied simplement parce que c'est un contrat historique, il a plus de 8 ans, alors que parfois la meilleure décision, c'est clairement de couper l'herbe, d'accepter entre guillemets potentiellement une perte potentielle, mais derrière de réinvestir efficacement. Et la dernière erreur, c'est malheureusement ce que font aujourd'hui trop de millions de Français, c'est de garder trop d'épargne. Pareil, c'est un peu lié au premier point de se penser défensif. On n'est pas défensif, on n'a pas suffisamment d'épargne, c'est simplement qu'on n'a pas la connaissance, les compétences, les outils pour investir efficacement. Et aujourd'hui, au-delà des 3 à 6 mois d'épargne de précaution, au-delà de l'épargne qu'on doit garder pour ses objectifs à court, moyen terme, le reste, ça doit être investi de façon dynamique, soit en autonomie en s'étant formé, soit en déléguant auprès d'un gestionnaire idéalement indépendant. Bon, dites-nous ce que vous en pensez sur LinkedIn, sur YouTube, de ce que notre conversation pendant 1 heure. En tout cas, le message, je pense que vous l'avez reçu et que j'espère que vous le partagez. Donc, épargnez moins, continuez d'épargner évidemment, mais épargnez moins et investissez plus. C'était un peu je pense, le fil rouge aujourd'hui. Où est-ce qu'on te retrouve, cher Elias? Donc, Le Grand Bain, rappelle-nous, c'est une chaîne YouTube, une newsletter. Exact, c'est à la fois sur chacun va trouver son compte, ceux qui aiment bien la vidéo, c'est disponible sur YouTube. Ceux qui aiment bien les podcasts audio, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Ceux qui aiment bien lire des longs articles, j'ai une newsletter hebdomadaire qui s'appelle aussi Le Grand Bain, qui est disponible sur Substack. Et pour ceux qui aiment bien les contenus un petit peu plus courts, plus snackables, sur LinkedIn, moi je publie quasiment tous les jours. Et c'est peut-être l'endroit le plus efficace pour me contacter, pour ceux qui veulent m'écrire. T'es très efficace sur LinkedIn, je confirme. Merci à toi. Écoute, longue vie au Grand Bain et t'es le bienvenu dans Allô la Martingale, cher Elias. T'es ici chez toi, tu le sais. À très bientôt. Merci Seb. Bon été.